Alors, simplement pour vous mettre dans l'ambiance, enfin, c'est des images qui sont bien connues, c'est une enluminure qui est tirée de la Bible dite de Maciejowski, du nom d'un cardinal polonais qui l'a possédée au XVIIIe ou au XIXe siècle. Alors, on n'a que les images de cette Bible de Maciejowski, qui est évidemment très, très célèbre pour les médiévistes. C'est une Bible qui a été réalisée sans doute dans les années 1250, probablement alors en Terre Sainte, ou en tout cas pour Saint-Louis, et qui ensuite a été donc dispersée, et qui se trouve aujourd'hui à New York pour la plupart d'entre elles, puisque les feuillets ont été séparés, une partie se trouve quand même à la Bibliothèque nationale. Alors c'est une Bible, donc ce sont les combats de l'Ancien Testament, hein, des anciens Hébreux, mais c'est quand même, du point de vue de l'armement, du point de vue de l'équipement, y compris des chevaux, c'est une de nos sources évidemment fondamentales, et ça nous met un petit peu dans l'ambiance en quelque sorte, dans l'ambiance visuelle en tout cas, avec ces combats, ces combattants que nous voyons ici, ces armes, ces chevaux, et qui nous disent un petit peu, qui nous mettent vraiment dans l'ambiance. Alors ça, c'était ma première image d'introduction. Alors ensuite, je dois rendre hommage évidemment au grand prédécesseur, donc Jean Richard, on en parlait avec M. Dédéian ce matin, Gérard Siveri et puis Jacques Le Goff, dont il a été question également, donc les trois auteurs de biographie qui apportent beaucoup. Celle qui m'est le plus utile pour mon étude sur la croisade, c'est plutôt Jean Richard, hein, puisque les deux autres s'intéressaient un peu à autre chose. Alors, autre livre dont je me sers quotidiennement ou très régulièrement, c'est le livre de Peter Jackson, qui est un recueil de documents, donc consacré à la 7e croisade, et un recueil de documents traduits en anglais, alors soit du français, soit du latin, soit de l'arabe. Quand c'est en français, en latin, c'est moins utile. Quand c'est en arabe, c'est quand même voilà, très très précieux. Et quand c'est en latin, mon Dieu, ça peut nous aider quand même à faire nos propres traductions, et donc j'y recours très souvent, et c'est un livre vraiment important. Alors, mon objectif à moi, c'est de continuer, donc Daniel a présenté très gentiment ces trois livres que j'ai faits, qui sont trois livres que j'ai tirés de ma thèse de doctorat, que j'ai soutenue donc c'est le 13 décembre 2004, donc il y a pratiquement 20 ans, donc avec Jacques Verger, dans la continuité des travaux de Philippe Contamine, qui était le spécialiste de la guerre au Moyen-Âge, entre autres sujets. Et de ma thèse, qui était un peu trop grosse, un peu trop... Voilà, j'ai tiré trois livres et quelques articles. Et donc, dans l'ordre, c'était la bataille de Courtrai, 11 juillet 1302, en 2012, l'armée du roi de France qui reprenait les éléments sur la composition des armées, et puis en 2016, la dernière croisade. Alors vous voyez, souvent les éditeurs, en fait, ils s'occupent surtout du titre, ils s'occupent de l'image de couverture. Mon premier livre, La bataille de Courtrai, vous voyez, je me suis fait avoir, en fait, parce qu'on m'a imposé une enluminure du XVe siècle, donc qui n'avait rien à voir avec ce dont je parlais, qui représentait quand même la bataille de Courtrai, mais avec des équipements du XIIIe siècle. Et puis, pour le deuxième, qui était quelques mois plus tard, là, j'ai pris une autre image de la Bible de Maciejowski qui a été découpée assez joliment. Je trouve que c'est une belle couverture. Et en fait, ils n'ont pas voulu l'Ost de France. C'était pas assez parlant, donc j'ai vu l'armée du roi de France, mais j'étais très content que ça paraisse. Et puis, voilà, pour la dernière croisade, je suis désolé parce que en 2016, j'imaginais pas forcément proposer un autre livre ensuite sur la croisade d'Égypte. Et donc, l'image de couverture, en fait, concerne non pas la croisade de Tunis, mais elle concerne évidemment, si on regarde un peu attentivement l'image, la croisade d'Égypte. Hein, c'est par la bataille de Mansoura sur la gauche, et puis sur la droite, c'est le roi qui est prisonnier. Donc là, il y a vraiment une petite erreur de ma part, enfin, mais que j'essaierai de voir que je commence à choisir hein, la couverture si je veux avoir la main dessus en quelque sorte. Alors, on est en décembre 1244 ou janvier 1245, on ne sait pas exactement, et c'est sur cette enluminure qui est bien connue, c'est un manuscrit qui est conservé aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France, c'est La vie et les miracles de Saint-Louis par un franciscain, Guillaume de Saint-Patus, et on voit le roi sur son lit, malade, et tenant une croix sur sa poitrine. Hein, c'est donc la scène initial pour notre histoire. Le roi a 30 ans, il est né en 1214, il a 30 ans. Jusqu'ici, ça a été un roi assez classique finalement, hein, sans doute très pieux, mais la piété conforme à celle des rois de son époque. Il ne s'est pas particulièrement distingué, et même il est carrément sous la coupe de sa mère, hein, Blanche de Castille. Et puis,
devant lui se trouvent donc des personnages qu'on arrive à identifier comme des clercs, et puis surtout il y a 2 évêques qui sont présents, dont on connaît les noms. Il y a l'évêque de Paris, Guillaume d'Auvergne, et puis la prise de croix, une cérémonie qu'on appelle comme ça, une solennité, la cérémonie de la prise de croix, et doit être faite en présence d'ecclésiastiques. Et on sait, parce qu'on a tout un dossier de récits sur la prise de croix de Saint Louis, on sait que les évêques ont plutôt incité Saint Louis à la prudence, et lui ont dit qu'ils étaient prêts à le relever de son vœu. C'était un vœu, donc quelque chose de très engageant, et que voilà, puisqu'il était malade, puisqu'il avait été malade, et que voilà, c'était lié à sa volonté de guérir, on pouvait le relever de son vœu, qu'il suffisait de convertir d'une façon ou d'une autre. Mais Saint Louis a vraiment voulu cette prise de croix, en a eu la volonté très ferme, qu'il a confirmé face aux évêques qui lui proposaient autre chose. C'était des évêques royaux, donc qui étaient vraiment dans sa main. Et puis il a imposé carrément, les sources sont relativement convergentes sur le sujet, il l'a imposé à sa mère Blanche de Castille, qui a été très dépitée par cette prise de croix, qui marque quand même, sans vouloir faire de la psychologie un peu facile, mais qui marque quand même de la part du roi une émancipation par rapport à sa mère, personnalité très impérieuse, qui était Blanche de Castille, et une vraie volonté d'avoir finalement sa propre tâche, sa propre affaire. Et de fait, Saint Louis s'est imposé face à Blanche de Castille. Ici, c'est Psautier de Saint Louis, peut-être la représentation du roi et de sa mère, mais enfin de façon très stéréotypée. Donc voilà, on ne peut pas en tirer quand même grand-chose de tout ça. Alors, l'Occident à cette époque, puis un peu plus le monde, le voici. Alors, vous voyez en jaune la grande masse de l'empire mongol, très inquiétant. Et l'empire mongol aurait pu, c'est une autre histoire, mais enfin aurait pu submerger l'Occident. Ça s'est joué à très peu de choses, mais dans la décennie 1230-1240. Alors, vous voyez que l'Europe s'est à peu près constituée, avec à l'est des royaumes qui commencent à s'occidentaliser et à converger vers l'Europe. Au milieu, la vaste masse de l'Empire, mais qui est un peu en déliquescence déjà, avec plusieurs pouvoirs, où il n'y a pas la même marche qu'en France vers une royauté, centralisatrice. Déjà, j'emploie un terme un petit peu anachronique, mais qui commence à être parlant. Et puis notre royaume de France, à l'ouest, qui est, la carte n'en rend pas compte, mais qui est le royaume à la fois central géographiquement, entre l'Angleterre, la péninsule ibérique, l'Italie, l'Empire, et puis surtout le royaume le plus peuplé. C'est le royaume le plus peuplé, et on pense que voilà, c'est entre peut-être 15 ou 20 millions d'habitants au temps de Saint-Louis au début du XIVe siècle, pour une Europe qui compte 60 millions d'habitants. Donc c'est entre un quart et un tiers de la population. Et la place de l'histoire de France dans l'Europe, elle tient aussi à cette masse démographique, plus à l'évolution propre de la royauté capétienne. Alors, évidemment, ce qui intéresse Saint-Louis et ce qui intéresse la croisade, c'est bien sûr la Terre Sainte et les lieux saints, et Jérusalem en particulier. Alors, dans la décennie 1240, on ne peut pas cantonner quand même la décision de Saint-Louis simplement à la volonté de s'émanciper de sa mère, même si ça a probablement compté, mais il y a une situation qui est objectivement difficile en Terre Sainte. Alors, je vous ai mis quelques dates pour vous rappeler les principaux éléments. Le fait que, donc, en première croisade, c'est 1099, la prise de Jérusalem. Jérusalem qui reste entre les mains des chrétiens pendant 88 ans, jusqu'à la défaite de Hattin face à Saladin, fondateur de la dynastie Ayoubide. Ça, on va y revenir dans un instant. La troisième croisade, avec notamment Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion, consolide ce qui reste du royaume de Jérusalem, continue à parler de royaume de Jérusalem, même si Jérusalem est perdue. Et puis, donc avec la prise d'Acre, qui va devenir la capitale effective du royaume de Jérusalem. Alors, en 1218-1219, il y a une cinquième croisade. J'ai passé sur la quatrième parce qu'elle ne s'occupe pas de la Terre Sainte. L'armée de la cinquième croisade va assiéger et prendre Damiette. Ça va être important pour la suite de notre récit. Mais Damiette qui va être perdue en septembre 1221, qui va être évacuée. En 1227, Frédéric II, l'empereur, roi de Sicile et bientôt roi de Jérusalem,
va obtenir par la diplomatie la restitution de Jérusalem, mais comme il est excommunié, le pape interdit aux fidèles de se rendre à Jérusalem. Et pendant une quinzaine d'années, Jérusalem va donc être restituée aux chrétiens jusqu'en 1242-44, où là, elle va être définitivement perdue. Or, c'est bien précisément en décembre 1244, janvier 1245, que Saint Louis va prendre la croix. Et donc, objectivement, ça répond à une dégradation de la situation de la Terre Sainte, et le long séjour que va effectuer Saint Louis en Terre Sainte après l'échec de sa campagne d'Égypte, en 1250, entre 50 et 54, ça va permettre quand même à la Terre Sainte de recevoir une aide très précieuse qui va lui donner quelques années, quelques décennies de survie jusqu'à la chute finale en 1291. Donc les États latins ou francs, c'est entre 1099 et 1291. Alors, quelles sont les sources dont nous disposons pour reconstituer la croisade d'Égypte? Eh bien, elles sont très nombreuses, et donc dans le livre de Peter Jackson, il les a à peu près toutes réunies, je crois, et on a un certain nombre de témoignages qui sont vraiment très importants. Donc j'en ai mis quelques exemples ici de typologie. J'insiste sur les lettres parce qu'on va y revenir dans un instant. On a tout un corpus de lettres qui ont été écrites par des protagonistes et qui ont été conservées soit en original, ce qui est le meilleur cas, soit intégrées dans des chroniques. Dans les monastères occidentaux, en Angleterre également, on recevait des copies des lettres qui étaient adressés à d'autres personnages et qui étaient comme des bulletins d'information. Et grâce à ces chroniqueurs qui ont eu connaissance de ces lettres et qui les ont copiées dans leurs chroniques, eh bien, on a des récits qui sont faits par les protagonistes. Il faut traiter avec un peu de prudence, évidemment, mais enfin qui sont très précieux. Et finalement, pour la croisade d'Égypte, on a un bien meilleur dossier de sources que pour la croisade de Tunis, dont je m'étais occupé précédemment, et il y a plutôt davantage de sources. La grande chose qui nous manque, ce sont les comptes. C'est la comptabilité qui est très mal conservée pour la royauté capétienne, avec très peu de comptes, et ni de comptes, ni de listes. Donc ça, c'est une petite limite, et si on avait davantage de choses de ce point de vue-là, on pourrait donner des chiffres. Il faut dire un mot d'un des auteurs principaux quand même pour la croisade, c'est Jean Seigneur de Joinville, qui a une particularité, plusieurs particularités, parce que parallèlement, il ne faut jamais faire ça, mais parallèlement à mon livre sur la croisade d'Égypte, j'essaye de faire un livre aussi sur ce personnage de Joinville, que je trouve fascinant. Alors, les collègues me rient un peu au nez, parce que Joinville, pour les médiévistes, c'est notre bien commun, et très connu, et très utilisé dans les TD avec les étudiants. Enfin, donc, les gens me disent, mais pourquoi faire un livre sur Joinville? Mais je pense que c'est un personnage qui a de très nombreux intérêts pour l'historien. D'une part, il a vécu 92 ans, ce qui n'est pas très, très commun, et qu'entre sa naissance en 1225 et sa mort en 1317, il a pu voir l'évolution à la fois de la chevalerie, c'est ça qui m'intéresse beaucoup, et l'évolution de la royauté capétienne, qu'il a vue avec un peu de méfiance. Lui-même est un seigneur champenois. Au début de sa vie, le comté de Champagne est un de ces grands fiefs qui sont assez indépendants par rapport à la royauté capétienne. Et puis, à la fin de sa vie, en revanche, le comté de Champagne est intégré de fait dans le domaine royal. Et voilà, Joinville, qui n'était même pas un vassal direct du roi au début de sa vie, est devenu un vassal parmi d'autres, un dépendant parmi d'autres du roi. Et puis Joinville, donc c'est ça qui nous intéresse, a laissé une œuvre assez considérable, mais dont la pièce principale est cette vie de Saint-Louis, à laquelle je me référerai très souvent, et que vous connaissez aussi bien sûr évidemment, dont on sait qu'il l'a mise en forme définitivement en 1309, mais c'est pas possible qu'à 60 ans de distance, il ait des souvenirs aussi précis. Donc il avait mis par écrit déjà des éléments. Il donne un récit qui est très long, très détaillé, très personnel également, des combats en Terre Sainte, notamment en février 1250, de la fin de l'expédition. Et c'est un auteur qui, alors, à la fois, il nous est très familier, donc on a du mal à en voir l'originalité parfois, mais moi, je l'ai lu des dizaines de fois, en trouvant à chaque fois des choses que je n'avais pas remarquées les fois précédentes. Et Joinville est un personnage qui
à une sincérité, un degré de sincérité qu'on ne trouve pas ailleurs. Disons que, notamment, ce qui me fascine en ce moment, parce que j'essaie de préparer une petite étude sur la question, c'est son rapport à la mort. Son rapport à la mort. Et il dit, voilà, à plusieurs reprises que, il ne voulait pas mourir, il ne voulait pas le martyr, il aurait pu, parce qu'on va voir que c'était tellement difficile. Et puis, c'est un des seuls auteurs qui raconte que, à un moment, fait prisonnier, en avril 1250, il a un moment senti le couteau sous sa gorge, et qu'il a failli être égorgé. Et à un moment même, il dit, ça lui est arrivé 2 fois, et à un moment il dit, ainsi mourut Sainte Agnès. Sainte Agnès, qui est une sainte romaine, qui avait été d'abord condamnée au bûcher, puis le feu s'était éteint, puis qui avait finalement été égorgée. Et Joinville, qui avait une très vaste culture, c'est ce qui lui vient quand il raconte cet épisode, mais quand même, dire « j'ai senti le couteau sous la gorge », c'est quelque chose qui est... On ne trouve pas ça ailleurs, en fait, et qui est vraiment pour ça que j'ai voulu le mettre. Sur la droite, vous avez la prise de Damiette, alors qui n'est pas du tout conforme à la réalité. C'est le plus beau manuscrit de Joinville que nous ayons, des années 1330, 1340. Mais on a l'impression qu'il y a eu une prise alors que les Français, les croisés, sont entrés dans Damiette, comme on va le voir, absolument sans difficulté. Alors, j'en suis toujours à mon introduction, mais rassurez-vous, j'entre quand même un peu dans le vif du sujet. Je signale simplement ce livre récent d'un très grand historien américain, professeur à Princeton, qui est William Chester Jordan, qui a écrit quantité de livres sur Saint-Louis. Certainement, vous connaissez sa thèse qui portait justement sur la préparation de la croisade d'Égypte. Il ne s'intéressait pas du tout à la croisade elle-même, mais à la préparation de la croisade. Et un de ses derniers livres, et le seul qui a été traduit en français par Jacques Dallarin, c'est La prunelle de ses yeux. Et c'est le fait, il est parti... William Jordan est parti d'un extrait d'un des hagiographes de Saint-Louis, c'est-à-dire un dominicain qui s'appelle Geoffroy de Beaulieu. Entre parenthèses, Marc Bloch avait beaucoup travaillé sur Geoffroy de Beaulieu. Geoffroy de Beaulieu dit « Le roi, quand il était en Terre Sainte, entre 1250 et 54, a converti un certain nombre de musulmans qu'il a ensuite expédiés en France. » Et ce passage était connu, mais n'avait jamais été relevé. Et William Chester Jordan a été intrigué par ce passage et il a mené une étude dans les archives et il a montré que ceux qu'on croyait, Saint-Louis était un passionné de la conversion, ceux qu'on croyait être des convertis du judaïsme au christianisme étaient en fait, ces convertis, étaient en fait des convertis de l'islam au christianisme. Et c'est un livre vraiment extrêmement intéressant. Alors, du point de vue de la méthode, William Jordan donne une large place à l'imagination, mais il a l'expérience et l'œuvre pour le faire. Et c'est un livre que je vous recommande vraiment sur cette particularité, cet aspect de la vie de Saint-Louis. Saint-Louis est tellement connu, mais il y a encore la possibilité de trouver des aspects qui n'ont pas été traités jusqu'ici, et nous devons cela à William Chester Jordan. Je reviens à mon récit. Entre 1245 et 1248, ce sont les préparatifs. Puis donc avec donc tout ce qui se fait ici à Aigues-Mortes, mais encore une fois, voilà, j'ai beaucoup appris ce matin, donc je ne vais pas restituer immédiatement ce que j'ai appris, puisque vous le savez vous aussi. Alors projetons-nous maintenant au 25 août 1248. C'est curieux d'ailleurs que ce soit le 25 août que Saint-Louis soit parti, alors qu'il va mourir lui-même un 25 août 22 ans plus tard. Embarquement donc du roi au moins depuis Aigues-Mortes. Et puis 3 semaines plus tard, c'est l'arrivée à Chypre. Alors Chypre, vous voyez où c'est bien sûr, et c'est une sorte je dirais aujourd'hui une sorte de porte-avions finalement pour les croisés, puisque c'est un royaume qui a été pris aux Byzantins à la fin du XIIe siècle, assez récemment donc, et qui a été donné à une famille d'origine poitevine, les Lusignans, qui vont régner jusqu'au XVe siècle, si je ne m'abuse, sur cette île. Non, c'est un royaume chrétien, et puis c'est une base de départ, une base arrière pour les États croisés, puisque de Chypre, on est à quelques jours de l'Égypte ou à quelques jours de la Terre Sainte. Alors là, le roi de France va rester pendant pratiquement un an, pendant 9 mois, entre septembre et le mois de mai. Alors, ce n'est pas la période qu'on connaît le mieux dans l'expédition, c'est pas celle qui nous intéresse le plus, mais je pense que ça a eu une certaine importance parce que c'est là aussi que l'armée, qui était venue donc de France,
donc tous ceux qui avaient pris la croix avec Saint-Louis, ont fait leur concentration avec d'autres contingents. Et il faut citer les autres contingents qui se sont joints à l'armée de Saint-Louis à ce moment-là. Il y avait en Grèce, depuis la 4e croisade, depuis 1204, il y avait un duché d'Athènes et il y avait une principauté d'Achaïe ou de Morée dans le Péloponnèse, qui étaient des princes français, des princes, un duc français, le duc d'Athènes, c'était un Laroche du Bourgogne, et en Morée, le Péloponnèse, c'était un Villehardouin, donc il venait de Champagne, et c'est un des parents de Joinville d'ailleurs. Bon, et au moins le prince de Morée est venu avec son contingent rejoindre l'armée du roi de France. On n'en parle presque pas ensuite dans la suite de l'expédition, mais il était bien là pourtant. Et c'est le mystère qui l'entoure un peu, et un peu d'ailleurs, on va dire, étonnant. Et sont venus de Terre Sainte, ce qui restait du royaume de Jérusalem, des contingents, là aussi assez importants. Bien sûr, et ça on va en reparler, les contingents des ordres militaires, c'est-à-dire les Templiers, les Hospitaliers, les Teutoniques, les 3 principaux ordres, le principal étant celui du Temple, l'ordre des Templiers, très lié à la royauté française, et qui va fournir un contingent sans doute important de plusieurs centaines de frères, des chevaliers, des sergents d'armes, et sans doute des troupes qui étaient recrutées par l'ordre du Temple, qui disposait de ressources financières importantes. Même chose pour l'hôpital, même chose pour l'ordre teutonique. Mais les hospitaliers, les teutoniques, on ne les voit pas beaucoup apparaître dans la suite de l'expédition, contrairement aux Templiers. Et puis il y a des seigneurs de Terre Sainte. Ceux qu'il faut citer ici, c'est les Ibelins. Ibelins, c'était une très grande famille de Terre Sainte, et qui sont présents. Alors, leur grand avantage, c'était aussi sans doute le cas des Templiers, mais c'était certainement le cas des Ibelins, qui étaient des poulains, c'est-à-dire des seigneurs chrétiens, d'origine française ou occidentale au sens large, mais qui parlaient, comme dit Joinville, le sarrasinois, c'est-à-dire qui parlaient l'arabe et qui étaient capables donc à la fois d'éclairer sur la situation géopolitique de Proche-Orient arabo-musulman, et puis étaient capables éventuellement de s'adresser à des adversaires ou aux locaux une fois arrivés en Égypte. Donc ça, c'est très important. La question de la communication, évidemment, dans une terre étrangère, est vraiment fondamentale. Quelques mois donc à Chypre, où je pense que se sont passées pas mal de choses pour la préparation de l'expédition, mais je vais y revenir dans un instant. Alors on embarque mi-mai, mais ça se passe pas très bien, il y a des vents contraires, la flotte est dispersée, et on devait mettre 3 jours, et puis finalement c'est 3 semaines plus tard qu'on arrive devant le rivage égyptien, donc du côté de la rive gauche du Nil, et donc c'est le 4 juin au soir, et sans qu'on sache exactement comment, mais les Égyptiens sont prévenus. Donc les Égyptiens attendent sur le rivage et sont prêts à repousser le débarquement. Alors, la scène du débarquement, nous avons plusieurs sources. Il y a le récit de Joinville, il y a une lettre écrite par un certain Jean Sarrazin, mais qui était un bon bourgeois parisien, qui était un chambellan du roi, et qui raconte par le menu cette scène du débarquement, qui est quand même quelque chose d'extraordinaire, le 5 juin, puisque à l'aube, donc la veille tout avait été décidé, mais à l'aube, on a préparé le débarquement. Or, et ça j'ai été un peu éclairé ce matin par la propre situation d'Aigues-Mortes, c'est-à-dire que les grands bateaux qui pouvaient déplacer de 800 à 1000 personnes, dit-on, avec éventuellement une part de chevaux, etc. C'est les chevaliers, ils ne pouvaient pas combattre sans cheval, ils ne savaient pas faire tellement. Bon. Et ces grands bateaux ne pouvaient pas approcher, de même qu'ils ne pouvaient pas approcher d'Aigues-Mortes, et ce qu'on a vu ce matin dans le musée, là c'était vraiment très très édifiant pour cela. Il fallait qu'ils restent un peu en haute mer, mais ils ont dû débarquer, se transborder et les chevaliers et les chevaux dans des petits navires. Alors, soit des galères, beaucoup de galères, ça on l'a revu ce matin également, soit dans des barges, donc qu'il avait fallu amener sans doute de France. Ça veut dire que les grands bateaux traînaient avec eux, toutes ces barques
qui devait être en très grand nombre, parce que ce sont des centaines de chevaliers qui vont débarquer ce matin du 5 juin. Donc il a fallu débarquer non seulement les hommes, mais enfin transborder les hommes des grandes nefs vers les barges, mais aussi des chevaux, puisqu'il y avait des chevaux qui ont été débarqués. Et là, je me dis, ça c'est quelque chose qu'il n'est pas possible d'improviser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, bah, tiens, voilà, aujourd'hui, voilà, il va falloir faire ça. Et je pense qu'il y a eu des répétitions. C'est-à-dire que le séjour à Chypre, entre septembre 49 et mai 50, ça a été destiné à ça. On a répété. Pourquoi je dis ça? C'est complètement gratuit, j'ai aucune preuve. Mais simplement, on sait que Guillaume le Conquérant, avant de traverser la Manche pour envahir l'Angleterre et remporter la bataille d'Hastings, il a fait répéter la manœuvre également, pour embarquer et débarquer. Et je pense que dans des conditions finalement assez similaires, mais bon, distinctes mais similaires, je pense que Saint-Louis a fait la même chose. C'est-à-dire qu'il a fait répéter cette manœuvre qui n'était pas évidente. Enfin, comment on a transporté les chevaux. Enfin, voilà, c'est pas simple. Enfin, Joinville dit, il y a un chevalier, il s'appelait Plonquet, il est tombé dans l'eau et il s'est noyé. Donc, c'était pas évident. Mais je pense quand même que pour que cette opération fonctionne, il fallait, avec des centaines de chevaliers et des centaines de chevaux, il fallait que ce soit préparé à l'avance. Bon, alors, par ailleurs, Saint-Louis, il faut bien imaginer la scène, et on peut l'imaginer parce que c'est très visuel dans la lettre de Jean Sarrazin et dans le récit de Joinville. Il y avait une barque qui allait en avant, et cette barque portait ce qu'on appelle l'oriflamme. Alors là, l'oriflamme, si vous ne savez pas ce que c'est, on la voit sur deux représentations. C'est ce drapeau rouge, qui n'est pas le drapeau de la Révolution, mais qui est le drapeau, la bannière que le roi de France va chercher à Saint-Denis quand il part en expédition, et qui est bien connu, que entre le milieu 1123 et 1415, le roi de France, quand il part en guerre, il va chercher à Saint-Denis l'oriflamme. Il y a une grande messe, grande cérémonie, et c'est l'abbé de Saint-Denis qui lui remet l'oriflamme. Et l'oriflamme, donc, va conduire, va mise sur une barge, et va prendre la tête de bon, c'est pas le débarquement du 6 juin 44, mais enfin, c'est pas très loin, et la barge qui porte l'oriflamme est en tête. Et puis, à l'arrière, on ne sait pas exactement comment ça se passait, mais il y avait le légat. Le légat, c'était Eudes de Châteauroux, un ecclésiastique qu'on connaît bien, et qui avait avec lui un reliquaire, sans doute en forme de croix, puisqu'il y avait à l'intérieur une relique, un morceau de la vraie croix. Il y avait beaucoup des morceaux de la vraie croix, mais enfin, voilà, on pensait. Il faut imaginer un reliquaire, sans doute dans le soleil levant, qui se reflétait. C'était d'or, il y avait des pierres précieuses. Et ce reliquaire, en forme de croix, était tendu à bout de bras par certains moments par Eudes de Châteauroux, le légat, et encourageait évidemment les croisés à partir au combat. Et puis donc il devait le tenir d'une main parce que Joinville dit que il signait les croisés, c'est-à-dire il leur faisait le signe de croix, il les bénissait avant de partir. Et alors là, c'est un sens quand même de la mise en scène. L'oriflamme d'abord, la vraie croix à l'arrière, et puis les chevaliers qui, sur les barges ou sur les galères, se précipitent, parfois donc arrivant près du rivage, sautent dans l'eau. C'est ce que va faire Saint-Louis, à qui on interdit d'aller en première ligne, ce qu'il aurait voulu, mais il intervient ensuite. Et ce débarquement va être un très grand succès. Un très grand succès. Ça va être difficile, il y a des combats, mais les Égyptiens lâchent prise. Et il y a un mouvement de panique qui saisit les Égyptiens, qu'on n'arrive pas tellement à comprendre, puisque non seulement ils vont lâcher prise sur le rivage, mais surtout ils vont abandonner dans la nuit du 5 au 6 juin la ville de Damiette. La ville de Damiette qui était une place forte, qui avait déjà été assiégée 30 ans auparavant par l'armée de la 5e croisade, et qui était conçue par le sultan d'Égypte comme la clé du Nil, et de ce bras du Nil en tout cas, et la clé de l'Égypte en quelque sorte. Le 6 juin, le Nil va être franchi. Comment? Par un pont de bateau, apparemment, que les Égyptiens avaient laissé en place et qui va pouvoir être franchi. Les croisés auraient pu le faire, parce qu'ils vont faire ensuite plein de ponts de bateaux sur le Nil, donc ça, ils savaient faire. Et les Français vont donc entrer dans Damiette. Donc pas du tout comme le montre ici Joinville, après des combats acharnés, puisqu'ils sont entrés dans la ville, une ville qui était complètement abandonnée, sauf par quelques chrétiens syriens, comme on les appelle, c'est-à-dire des chrétiens orientaux, qui vont sortir prudemment de leur maison, tendant des croix, et de peur d'être massacrés.
Alors, cette prise de Damiette, donc vous voyez ici la carte de situation, elle va précéder, elle va être considérée en réalité littéralement comme un miracle. C'est-à-dire qu'on va en communiquer la nouvelle en France, et Damiette, on savait très bien qu'il avait fallu 2 ans à la 5e croisade pour l'assiéger et pour la prendre. Et cette prise de Damiette miraculeuse a été saluée en France quand on l'a connue, donc plusieurs semaines après, par des processions et par vraiment des messes d'action de grâce et Te Deum dont on sait par d'autres témoignages qu'ils ont bien eu lieu. À Damiette, le roi va rester pendant de juin à novembre, ça fait 5 mois, disons. Il va rester 5 mois. On se dit, à regarder ça d'un petit peu loin, on se dit, mais pourquoi est-il resté si longtemps à Damiette au lieu d'exploiter ce double succès? Un débarquement qui aurait pu être un échec et la prise immédiate de Damiette qui aurait pu durer plus longtemps, comme au cours de la 5e croisade. D'autant plus que du côté du sultan d'Égypte, le sultan Al-Sali, qui est un descendant d'un des frères de Saladin, c'est donc un Ayoubide lui aussi, eh bien le sultan est très malade et il va mourir donc le 22 novembre. C'est un peu petit. Si Saint-Louis attend jusque fin novembre, c'est pour une raison très précise. Alors il y a 2 raisons. D'une part, il attend son frère, Alphonse, comte de Poitiers, mais on ne l'aurait pas attendu s'il n'y avait pas eu une autre raison, et c'est cette 2e raison qui est beaucoup plus importante, et d'où cet extrait de Joinville. Ce qui est frappant, quand même, pour des gens qui venaient du nord, essentiellement, du royaume de France, qui avaient l'habitude d'autres paysages, malgré tout, que ceux même ceux d'Aigues-Mortes d'ailleurs, et a fortiori ceux d'Égypte, eh bien, c'est leur connaissance assez précise qu'ils avaient du Nil. Alors le temps me manque un petit peu pour commenter longuement ce passage ici, mais enfin, Joinville décrit quand même assez bien le delta, avec les 7 branches, qui étaient considérées comme un peu le nombre canonique de branches depuis l'Antiquité d'ailleurs. Et puis, surtout, ce qui va m'intéresser, c'est que il évoque, alors je ne sais plus où c'est exactement, il évoque, alors ce fleuve est différent de toutes les autres rivières, en tout cas celle que connaissait Joinville, et ce qui est frappant, donc c'est dans le paragraphe 188, c'est que les croisés avaient la connaissance de la crue du Nil. Ils n'en connaissaient pas tout à fait les mécanismes, mais ils savaient que c'était quelque chose d'annuel, qui commençait en juin, qui savait que le pic de la crue c'était en septembre et que la décrue commençait à partir d'octobre, disons, et que l'étiage était atteint au mois de juin avant que le cycle ne recommence. Et ça, je crois qu'il y a une des choses que j'ai eu le plus de mal finalement à comprendre, mais voilà, c'était évident en lisant quand même les sources, c'est qu'il y avait ce qu'on pourrait considérer comme ce que disent les militaires, un rétex, c'est-à-dire un retour d'expérience. Qu'est-ce qui s'était passé 30 ans auparavant, au cours de la 5e croisade, 1217-1221 ? Eh bien, les croisés, conduits par Jean de Brienne, qui était un champenois, qui était un parent de Joinville, un homme que Joinville admirait, eh bien, et son père, Joinville, Simon, seigneur de Joinville, avait pris part à la 5e croisade. La 5e croisade avait donc assiégé Damiette, mis 2 ans à prendre Damiette. Et puis ensuite s'était lancé à la conquête, enfin longer le Nil, déjà pour arriver contre le Caire, comme va essayer de le faire Saint-Louis. Mais cette expédition avait échoué dans la mesure où les Égyptiens avaient un moment, alors que les croisés s'étaient avancés, mais pendant l'été, les Égyptiens avaient fait sauter les digues qui retenaient certaines parties du Nil. Et les croisés s'étaient retrouvés isolés, encerclés par l'eau, sur une bande de terre, et ils avaient dû alors entrer en négociation avec les Égyptiens, et ils avaient dû céder Damiette en échange de leur liberté, en quelque sorte. Et c'est cette expérience de 1221 qui est, comment dire, réfléchie, qui est méditée par Saint-Louis, qui connaissait bien Jean de Brienne, qui connaissait bien tout ça. Et il y a donc eu une véritable préparation en amont, qui s'est faite peut-être à Chypre, qui s'est faite peut-être déjà avant,
Mais en tout cas, il y a eu cette idée que, voilà, il fallait attendre que la crue du Nil soit, enfin, que la décrue du Nil soit bien avancée, parce que à cette époque-là, tout a changé avec le barrage d'Aswan, mais enfin, à cette époque-là, une grande partie du delta n'était pas, on pouvait que y naviguer, en fait, et naviguer avec difficulté, même pour les Égyptiens, c'était compliqué. Donc une armée de chevaliers ne pouvait pas progresser comme elle l'entendait. D'où l'idée que la nécessité qu'on attend la fin de novembre pour se lancer dans cette expédition qui vise alors quoi? Qui vise le Caire. C'est le Caire que Saint-Louis entend, dont il entend s'emparer. Pourquoi est-ce que c'est l'Égypte qui est visée? Eh bien parce qu'à ce moment-là, dans le monde arabo-musulman, et sans doute est-ce qu'on le voit ici sur la carte, ce qui est en vert, donc l'Égypte, et puis une partie de la Syrie, c'était le monde ayoubide, et qui était donc la principale puissance du monde arabo-musulman. Et Saint-Louis pensait qu'en vainquant le royaume, enfin le sultanat du Caire, le sultanat égyptien, le sultanat ayoubide, eh bien, il parviendrait à obtenir la restitution de Jérusalem. Mais, semble-t-il, on a quand même des témoignages, ou des indices, disons, de l'ordre des indices simplement, mais que Saint-Louis a envisagé non pas simplement de faire de sa conquête une monnaie d'échange pour obtenir Jérusalem, mais il a certainement, probablement, je dirais, envisagé une occupation durable de l'Égypte. Il voulait en faire probablement une sorte de royaume vassal qu'il aurait confié peut-être à un de ses frères. Et il y a quand même des indices assez convergents. Le fait, quand il arrive à Damiette, transforme la mosquée en cathédrale. Et puis il donne une charte célèbre et Damiette est tout de suite érigée non pas en évêché mais en archevêché, avec donc potentiellement, s'il y a un archevêque, il faut qu'il y ait des évêques suffragants. Donc il y avait toute une conquête qui était envisagée, et une partie des donations faites par Saint-Louis à l'archevêque de Damiette étaient sur des terres à conquérir dans des diocèses qui étaient déjà presque constitués, qui étaient presque projetés. Donc c'était une occupation quand même définitive que Saint-Louis projetait sur l'Égypte. Alors, d'ailleurs, tout ça, s'il suffisait de lire la lettre de Jean Sarrazin, nous croyons bien que nous ne bougerons pas de la cité jusqu'à la fête de Toussaint en raison de la montée du fleuve de Paradis, c'est-à-dire le Nil, qui court là, qu'on appelle le Nil, car on ne peut aller à Alexandrie, ni à Babylone, ni au Caire, quand le fleuve se répand à travers la terre d'Égypte, et il ne doit pas décroître à ce qu'on dit avant cette date. Et ça, je reste un peu sidéré par cette connaissance, malgré tout, du terrain, qui était nécessaire, qui était, voilà, on dit, évidemment, il devait connaître le terrain, mais voilà, comment est-ce qu'il savait tout ça? Eh bien, par les témoignages des autres croisés, par les marchands italiens qui connaissaient la région, mais il y a un vrai effort ici de préparation, de méditation des expériences précédentes, notamment de la 5e croisade. 20 novembre 1249, l'armée quitte Damiette, donc après bien préparée, très bien ravitaillée, et ça c'est un autre aspect assez fascinant de ce qui va se passer, c'est que l'expédition va être une opération amphibie, en quelque sorte, avec toute une flottille, et avec des galères et des bateaux, on imagine les felouks sur le Nil, etc., mais enfin des bateaux qui suivent l'armée et qui lui apportent le ravitaillement, transporte éventuellement les malades, transporte éventuellement des renforts. Donc il y a l'idée que le Nil est contrôlé par les croisés. Le Nil est contrôlé par les croisés et l'armée à cheval sur la rive du Nil, et puis sur le Nil lui-même, une flottille qui avance à peu près au même rythme. Et cette armée, elle va donc s'avancer, elle va faire plusieurs étapes. 3 étapes simplement, donc, mais à chaque fois on reste plusieurs jours. D'abord Fariskour, ensuite Sharamsha, puis Baramoun, et puis fin décembre, donc vers le 21 décembre je crois, on arrive 21 décembre, on arrive en vue de Mansoura. Mansoura, c'est en arabe la victorieuse, et c'est une forteresse dont on n'a pas du tout idée de ce à quoi elle peut ressembler.
termes d'architecture, de ville, etc. Je ne sais pas si c'est un village ou si c'est simplement une forteresse. Il y a un palais apparemment pour le sultan. Et Mansoura, c'est la clé du Nil. Et c'était quelque chose, une deuxième clé après Damiette. Puis si Damiette tombait, il y avait Mansoura. Et c'était vraiment pour barrer la route sur le Nil. Et de fait, l'armée va donc s'arrêter devant Mansoura pour prendre cette ville. Tout le mois de janvier, il y a voilà le plan de situation que j'ai trouvé sur Internet. Donc la légende est en anglais, mais c'est assez véridique. Donc les croisés vont s'installer entre deux bras du Nil, disons, principaux. Enfin, un des bras du Nil et puis un canal qu'on appelle le canal d'Ashmoun, le fleuve de Tanis, comme disent les sources du XIIIe siècle. Mais en fait, c'est un canal creusé de main d'homme. Et ils vont s'installer là, et donc ils sont un petit peu coincés, mais ils ont toujours l'accès avec Damiette pour le ravitaillement. Et semble-t-il, ça va marcher pendant 2 ou 3 mois, jusqu'en mars 1250. Donc ils sont bien installés là, mais voilà, fatalement, ils sont un petit peu coincés. Dans un premier temps, ils vont essayer de faire ce que Joinville appelle une chaussée. Mais on ne sait pas exactement ce que c'était. Mais peut-être, ce qui m'étonnait beaucoup, parce que je ne voyais pas tellement où Saint-Louis, ou les hommes comme Joinville, venant du nord de la France, comment ils pouvaient procéder. Mais ce matin, grâce à Nicolas, j'ai compris que voilà, on pouvait assez facilement barrer le cours d'un cours d'eau en le détournant. Et je pense qu'on n'a pas de détails dessus, mais je pense que c'est cette expérience des gens d'Aigues-Mortes et des gens du Midi comme ça qui a été mobilisée, parce que je ne vois pas que dans la Seine on fasse ça, mais je pense que la configuration finalement assez similaire de delta entre le Rhône et le Nil a pu être mise à profit, et il faudrait détailler, il faudrait réfléchir, mais je pense qu'il y a cette expérience-là et que c'est moins compliqué que ce que ça paraît. En tout cas, c'est difficile à faire, ça ne marche pas, on n'arrive pas à détourner le cours du fleuve parce que les Égyptiens sont de l'autre côté, donc en fait ils recreusent en même temps pour que le Nil soit toujours aussi important. En fait. Donc les croisés n'arrivent pas à barrer la route. Bon. Et on arrive alors à la grande bataille, le 8 février 1250. Les croisés sont coincés, ça fait quand même 1 mois et demi qu'ils sont coincés devant Mansoura, et grâce à un bédouin. Bédouin, c'est un nomade, donc il ne respecte pas, il ne reconnaît pas le sultan. C'est des gens qui sont vraiment une tribu. Joinville ne les aime pas justement parce qu'ils sont nomades et qu'ils ne reconnaissent aucune autorité. Et c'est un bédouin qui, moyennant une somme d'argent, va montrer à l'armée croisée un gué pour passer le canal d'Ashmoun et pour passer de l'autre côté, et c'est ce qui est indiqué, la manœuvre en rouge que vous voyez ici. Et de fait, ça arrive le 8 février 1250. Alors, le gué, c'est pas vraiment un gué parce que les chevaux doivent un peu nager, mais les chevaux savent nager, ce que je ne savais pas, mais je l'ai appris, vérifié à cette occasion-là. Et donc, l'armée parvient, l'armée de chevaliers évidemment, parvient à passer de l'autre côté du Nil et attaquer le camp égyptien, ce qui est un succès, puisque l'un des chefs de guerre égyptiens est tué dans son bain, donc surpris, sans avoir pu le temps ni de sortir de son bain, ni de s'armer, ni même sortir de son bain. Et puis, cette avant-garde de l'armée croisée va aller un peu trop loin, va passer le pont que vous voyez indiqué, et va entrer dans Mansoura. Et c'est là que le frère du roi, le comte d'Artois, jugé parfois trop téméraire, c'est l'image qu'on a retenue de lui, mais en fait, peut-être simplement, il pensait exploiter le succès. Il pensait que il pouvait prendre la ville. Et sa témérité, qui s'est retournée contre lui, c'était peut-être simplement l'esprit d'opportunité, finalement, qui est aussi quelque chose que le coup d'œil, finalement, des grands chefs militaires. Néanmoins, dans la ville de Mansoura, alors parfois on dit oui, dans le dédale de la ville, etc. Enfin, on n'a aucune idée, il n'y a aucune source qui montre que c'était un dédale. Enfin, c'était peut-être comme ici, c'est peut-être morte comme tout droit. Enfin, on n'en sait rien. C'est une sorte de ville nouvelle aussi à Mansoura. Enfin, bon, peu importe. Mais en tout cas, il se trouve que le comte d'Artois et toute l'avant-garde va être anéantie. Et dans l'avant-garde, il y avait 280 Templiers. Et ça, c'était vraiment une perte lourde du fait que c'était des combattants
extrêmement aguerri, extrêmement discipliné, dont on avait grand besoin. Et le comte d'Artois lui-même était un bon chevalier. Donc le temps me manque, mais il y a ensuite des récits qui ont couru sur son attitude. Est-ce qu'il avait été téméraire? Est-ce qu'il avait été lâche, au contraire? Est-ce qu'il avait essayé de sauver sa vie? En Angleterre, on dira voilà, c'était un lâche en fait. Hein. Il a fui, il a essayé de sauver sa vie. Enfin bon, je passe parce que vaste question. On en est là le 8 février 1250. Mais la bataille de Mansoura n'est pas un échec pour les croisés. Ce n'est pas une victoire complète du fait de l'anéantissement de l'avant-garde, mais malgré tout, ça n'est pas un échec complet du fait que on a passé quand même le canal d'Ashmoun, on s'est emparé du camp musulman et des machines de siège, que vous voyez, c'est les petits points verts, les machines qu'avaient disposées les musulmans, les Égyptiens. Et donc, voilà, malgré tout, ça avance. Et par la suite, vous voyez, là où sont les points verts et où sont les carrés rouges et les points rouges, il va y avoir deux camps croisés qui vont communiquer avec des ponts de bateaux, qui vont permettre de passer de l'un à l'autre par-dessus le canal d'Ashmoun. Donc un camp qui a une certaine ampleur, toujours ravitaillé, au moins jusqu'au début du mois de mars 1250. Et au début du mois de mars 1250, les Égyptiens, à dos de chameau, nous dit une des sources, vont faire passer des bateaux, vont les faire remonter plus haut, enfin, donc dans le cours du Nil, et vont en faire passer suffisamment pour barrer la route du Nil et bloquer le ravitaillement, bloquer les communications des croisés avec suffisamment de bateaux pour empêcher tout passage, toute communication entre Damiette et Mansoura, là où se trouve le camp de l'armée croisée. Et on saura après qu'il y avait plusieurs convois, plusieurs caravanes de bateaux et de galères qui avaient été arrêtés par les Égyptiens. Plus de ravitaillement, d'une part, premier problème, qui n'est pas... Ils en avaient beaucoup apparemment, ils avaient beaucoup de réserves, donc le ravitaillement ça a été un problème évidemment. Mais le vrai problème ça a été la maladie. Peut-être à cause du Nil, de l'eau du Nil, hein, pas conseillé de la boire, même aujourd'hui, je crois. Et puis peut-être fait du climat, de manque d'hygiène. Enfin, donc la maladie s'est mise dans l'armée, dont Joinville nous donne un diagnostic assez complet, mais que je laisse de côté ici. Bon. Et puis cette épidémie va vraiment affaiblir l'armée. Ça, couplé au manque de ravitaillement, ça rend les choses compliquées. Sans doute Saint-Louis a-t-il commis l'erreur ici de ne pas battre en retraite plus tôt quand ses troupes étaient davantage fraîches. Et il va attendre 2 mois, disons entre le 8 février et le 5 avril 1250, pour ordonner une retraite, alors qui est très bien connue par des récits extrêmement impressionnants. On s'y croit presque. Plusieurs protagonistes ont décrit leur retraite, dans Joinville, et puis le patriarche de Jérusalem, Robert de Nantes, a donné une lettre à ce sujet. Donc le 5 avril, on décide la retraite de l'armée, mais c'est une retraite qui, au départ, est conçue en bon ordre, avec les malades et leur ravitaillement, ça, sont chargés sur les bateaux. Et puis, ceux qui peuvent cheminer, dont le roi, qui exige d'assurer l'arrière-garde, vont le long du Nil sur leurs chevaux, sur leurs montures. Et voilà, alors c'est en pleine nuit qu'on décide la retraite, et au cours de la nuit, qui a dû être une nuit d'épouvante pour les croisés, à la fois sur le Nil, les bateaux sont arrêtés par les Égyptiens, il y a des combats, certains arrivent à passer quand même, il fallait que le Nil soit assez large, dans la nuit, Joinville est malade, il est sur un bateau, et le chef du bateau le conduit un moment dans un bras mort du Nil, et donc il faut revenir, on perd du temps, tout ça en pleine nuit. Et finalement, le bateau de Joinville est arraisonné, et lui-même sauve sa vie en disant qu'il est le cousin du roi, ce qui n'est pas vrai, mais il est épargné pour cela. Mais la plupart de ces gens sont exécutés et jetés dans le Nil aussitôt. Sur la terre ferme, c'est la même situation. Une de nos sources dit une source arabe, donc assez fiable a priori, dit que le roi est allé jusqu'à Fariskour, et on parle souvent de la bataille de Fariskour comme bataille où le roi a été arrêté, mais la lettre du patriarche de Jérusalem, Robert de Nantes, explique que la bataille a eu lieu à Sharamsha. Et je suis plus partisan de cette possibilité-là,
du fait que entre Mansoura et Fariskour, il va y avoir à peu près 40 km. Faire 40 km en pleine nuit, avec des malades, etc., ça me paraît très très peu probable. Alors que Sharamsha, qu'ils aient atteint Sharamsha, ça me paraît déjà miraculeux. Et je pense que c'est plutôt à Sharamsha qu'a eu lieu cette bataille, mais on manque de l'élément de certitude. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Cette bataille, c'est à peine une bataille puisque l'armée est vraiment en déroute. Alors c'est quelque chose d'absolument terrible et là le récit par Joinville de la capture du roi est quelque chose de tout à fait fascinant, d'autant plus que ça ne peut pas ne pas faire penser à, quand on aime, disons, l'histoire de France, à d'autres scènes. Alors, Jean le Bon sur la bataille de Poitiers, 1356, François Ier à Pavie, et puis même d'autres éléments, le gouvernement français en 1940, sur les routes, dans les châteaux de la Loire, puis à Bordeaux, là, enfin, ou Napoléon III à Sedan aussi. Et il y a une espèce de figures comme ça qui se répètent avec comme matrice finalement cette scène chez Joinville de la capture du roi. Et là, il y a quelque chose qui est tout à fait fascinant. Alors, cette capture du roi, on la commémore encore aujourd'hui à Mansoura, et un de mes étudiants qui a passé une année à Alexandrie l'année dernière, l'avait missionné pour aller sur les lieux, et il est allé à Mansoura, là où le roi a été conduit après sa capture. Et il y a un musée un peu kitsch, il faut dire, qui commémore cette victoire des Égyptiens sur les Français. Alors, dans la maison qui est présentée comme la maison de Loukman, où Saint-Louis aurait été conduit après sa capture. Alors c'est un peu kitsch parce qu'il y a des tableaux un peu comme ça, et puis il y a même des mannequins, donc avec le pauvre Saint-Louis qui a gardé son casque quand même, et puis à côté il y a un eunuque noir qui est censé le garder, ça c'est dans les sources arabo-égyptiennes. Et puis, c'est le temps du président Nasser que tout ça a été fait, donc, dans le contexte peut-être de 1956 et de l'expédition de Suez. Alors, cet échec final en avril 1250, donc, et commence un mois de négociation, un mois de capture, de captivité pour Saint-Louis, qui va négocier sa libération, une indemnité très importante, pas ruineuse, parce que le roi avait réuni beaucoup d'argent grâce à l'Église, aux décimes prélevés sur le clergé, et puis la royauté capétienne était fort riche, mais il faut restituer Damiette également, et il faut verser aussi ce qui est assez moderne, une sorte de dédommagement, une indemnité vraiment de guerre au sultan pour les dommages qui ont été causés à l'Égypte. Ça, c'est assez curieux, ça n'est pas quand même si fréquent. Et ces négociations ont été compliquées par, mais là il faudrait une autre heure, par un coup d'État qui a eu lieu dans le camp égyptien à la même époque. Et en effet, c'est cette scène qui est représentée ici. Alors, on a représenté les Égyptiens avec un teint un peu bistre, brun, qui désigne vraiment les Égyptiens, mais selon des codes, sinon qui sont des codes valables pour les chrétiens, la couronne et puis le manteau rouge, qui est généralement le manteau du pouvoir. Et ici, c'est donc le sultan d'Égypte, Touran Shah, le dernier Ayoubide à régner sur l'Égypte, qui est assassiné par les Mamelouks. Et les Mamelouks vont ensuite prendre le pouvoir en mai 1250, donc au moment où Saint-Louis est encore entre leurs mains. Et donc il y a la coïncidence finalement de deux épisodes qui sont très importants, l'un pour l'histoire de France, l'autre pour l'histoire de l'Égypte. Et puis vous voyez Saint-Louis dans sa prison avec son auréole et puis sa prison avec des barreaux en quelque sorte, qui est avec un de ses serviteurs là. Alors, cette campagne d'Égypte, elle a été excellemment préparée. La fin ne rend pas compte de la qualité des préparatifs. J'ai laissé de côté évidemment tout ce qui concerne Aigues-Mortes pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, mais voilà, du point de vue du ravitaillement, du point de vue de la conception, pourrait-on dire, stratégique et même en partie tactique, cette conception d'une opération amphibie sur le fleuve et par terre, c'était vraiment excellent. C'était vraiment excellent. Évidemment, ça ne pouvait pas réussir, puisqu'il n'était pas possible pour l'armée de Saint-Louis, pour une armée de ce type-là, de conquérir et d'occuper de façon prolongée l'Égypte. Mais bon,
quelques années auparavant, les 50 ans auparavant, même pas, les croisés français, aidés par les Vénitiens, avaient pris Constantinople et s'étaient établis à Constantinople. Ils avaient créé un duché d'Athènes, une principauté de Morée. Donc finalement, la conquête de l'Égypte paraissait, selon rétrospectivement, elle nous paraît absurde et impossible. Mais malgré tout, il y avait des précédents, et on pourrait en citer d'autres, qui expliquaient que avec la qualité de cette conception, la qualité de toute l'organisation, finalement, ça aurait pu réussir. Et je m'arrête là en vous remerciant de votre attention. Merci. J'espère que je n'ai pas été trop bavard. Voilà, bien c'est nous évidemment qui remercions vivement Xavier Larry pour ce qu'il nous a montré, ce qu'il nous a développé, tout ce qu'il nous a appris également sur cette 7e croisade. Vous êtes en train de travailler sur un ouvrage à propos de cet événement. Oui, parce que dans mon séminaire de l'école pratique des hautes études, où je suis directeur d'études sur l'histoire de la guerre, c'est ces dossiers-là que j'étudie en fait. Et là, cette semaine, j'ai étudié les lettres de Robert de Nantes, le patriarche de Jérusalem, que j'avais bien en tête, qui sont vraiment passionnantes. Voilà, donc c'est vraiment la recherche historique en train de se faire. Voilà, alors... Est-ce qu'il y a des questions, des demandes de précision Quelqu'un veut intervenir? Oui, M. Dastorza. Il y a deux chiffres qui me laissent sceptique depuis ce matin, c'est le volume des forces engagées. Parce qu'on dit 23 000, 24 000, 7 000 chevaux. C'est bien. Sauf qu'un cheval, ça boit à peu près 30 litres d'eau par jour, ça consomme 50 kilos par jour, ça fait 2 cm3 d'eau par jour, et ça fait 450 tonnes de foin par jour. Et comment on trimballe tout ça sur des bateaux jusqu'à Chypre? Comment on ramène tout ça, en plus les verts pâturages de Chypre, c'est pas terrible pour lever 7 000 chevaux d'escale. Comment on arrive à régler tout ce problème-là? Parce que le ravitaillement suit. Moi, j'aimerais bien savoir comment il suit. Alors, vous avez raison, mais alors j'ai pas pu tout détailler, mais là on sait que, y compris en mai 1250, quand Saint-Louis est fait prisonnier, enfin en avril 1250, quand Saint-Louis est fait prisonnier, Damiette regorge de ravitaillement, regorge littéralement de ravitaillement. Et on sait que quand les Égyptiens reprennent Damiette, ils brûlent dans la ville en arrivant les morts chrétiens, et ils ont mis une couche de morts chrétiens et une couche de bacon, c'est-à-dire du porc fumé ou salé, donc qu'ils ne mangent pas, évidemment, les musulmans. Et ça, Joinville nous dit, ou plus quelle source nous dit, ça a brûlé pendant 3 jours, à la fois les corps et le porc. Et donc, forcément, il y avait un ravitaillement. D'où venait ce ravitaillement? Il venait par les marchands italiens, puisque pendant à peu près, presque 1 an, Damiette a été une place très importante pour le commerce. Et là, on est certain, c'est quelque chose qui est absolument sûr, on ne sait pas exactement les modalités, mais on sait que le ravitaillement est arrivé, que encore en avril 1250, ça fait 1 an qu'ils sont là, ils ont encore du ravitaillement. Donc ça a continué à arriver, et c'est quelque chose qui était... voilà, on peut, à la limite, pour la croisade de Tunis, ça a été plus difficile. Il a fallu faire des opérations pour essayer de retrouver du ravitaillement. C'était peut-être moins bien conçu, mais en 1250, c'est certain qu'il n'y a eu aucun problème. Et tous les chiffres que vous donnez, c'est très important. On sait qu'il y avait entre 2000 et 2500 chevaliers. C'est les seuls chiffres qui sont à peu près certains, parce que c'est la catégorie de combattants, c'est la noblesse, donc c'est les seuls qui sont cités avec un certain degré de précision. Et donc, c'est plausible. Et peut-être 20 000 hommes et femmes dans l'armée de Saint-Louis, peut-être un peu moins lors de l'expédition en direction de Mansoura, mais c'est une armée très importante. Mais c'est pour ça que je dis que c'était un logisticien, Saint-Louis, qui était très très important, et, enfin très, très doué en fait, et qui, je pense, se passionnait pour cela. Autre question? Oui, Bernard. En général, pour répondre à vos questions, c'était déjà comment embarquer cette flotte. Alors, une nef. Général, chef d'état-major. Une nef pouvait embarquer 100 chevaux et 400 hommes. Et alors, à bord,
il y avait 60 mètres cubes d'eau douce, c'est-à-dire l'équivalent d'une petite piscine, qui était répartie. Imaginez que le bar en mer pourrait faire chavirer ses bateaux. C'était réparti dans des bâches solidement armées les unes aux autres. Et il y avait ensuite tout un système de distribution de l'eau pour les hommes et pour les chevaux. Donc, s'ils étaient capables de faire ça déjà pour les mois d'expédition, ça ne posait pas de problème depuis Chypre. Sachant qu'ils avaient accumulé, je crois qu'il y a une question, il avait tellement de grains à un moment donné, il y avait une montagne de grains, et le blé avait germé sur la montagne, et la montagne était toute verte. C'est Joinville qui dit on a enlevé la première couche et puis on a trouvé du grain en dessous qui était utile. Donc, ce qui est remarquable, tout à fait remarquable, c'est l'intendance. Ce que dit Xavier, c'est extrêmement impressionnant. C'est un véritable miracle d'avoir projeté une force aussi importante depuis, enfin pas uniquement depuis les Nord, mais sur une bonne partie est partie depuis Marseille, mais sur une aussi longue distance. Et il n'y avait pratiquement pas d'escale, ils n'ont fait aucune escale de rechargement. Oui. Mais alors pourquoi finalement est-ce que moralement comme tactiquement avoir attaqué le Caire plutôt que Jérusalem? Alors oui, c'est la question que se posent d'ailleurs un peu les contemporains, mais je pense que, alors pour Jean de Brienne c'est un petit peu difficile de savoir, mais pour Saint-Louis, on a quand même l'impression que, j'ai l'impression que pour Saint-Louis, peut-être pour ses contemporains, certains d'entre eux, il ne s'agit pas en fait d'une conquête, il s'agit d'une reconquête, il s'agit de reprendre l'Égypte, et avec l'idée que l'Égypte peut-être a été chrétienne, etc. Parce que pour l'expédition de 1270, il y a cette question-là. Et puis, voilà, une sorte d'esprit de conquête qui est... Parce que, au moins pour Jean de Brienne, en 1220, vers là, il y a eu des propositions du sultan disant je vous rends Jérusalem et vous dégagez, vous me rendez Damiette. Et là, les croisés ont rejeté. Et sans doute, il y a eu la même chose avec Saint-Louis. Mais à chaque fois, c'est rejeté. Donc, l'idée, si c'était reconquérir simplement Jérusalem, voilà, c'était réglé dès le 7 juin. Le 7 juin, on pouvait entrer en négociation. On avait pris les Damiette la veille. Paf, on pouvait dire, voilà, maintenant, vous nous rendez Jérusalem. Mais Jérusalem était apparemment très difficile à défendre. Et il fallait peut-être détruire finalement aussi le sultan d'Égypte et détruire cette menace en fait. Et une fois qu'on aurait pris pied en Égypte, voilà, ça protégeait en quelque sorte Jérusalem. Mais comme là on n'a pas de plan, on n'a pas d'explication, donc on a des indices qui laissent penser que peut-être une colonisation était prévue en quelque sorte. Mais c'est quand même un dévoiement de l'esprit de croisade, hein, comme Tunis. Oui, alors pour Tunis, oui, puisque l'Église n'a pas reconnu que c'était une vraie croisade, que les gens qui étaient allés à Tunis n'étaient pas déliés de leur vœu de croisade, ils étaient toujours tenus. Pourtant, ils avaient quand même un peu souffert en Tunisie, mais ils étaient toujours tenus par leur vœu. Alors pour l'Égypte, il y avait un légat, donc le légat était l'alter ego du pape en quelque sorte, était donc la caution exactement de la décision. C'est plus compliqué avec Tunis, mais là en Égypte, le légat était d'accord et le légat et le patriarche, on ne sait pas comment, ont réussi à s'échapper. Il raconte, le patriarche dit voilà, on a abandonné nos gens, on a perdu nos gens, puis à un moment on est arrivé sur le bord du Nil, on a trouvé une barque, et puis on fait voile, je ne sais pas comment, vers Damiette, on est arrivé le soir, et voilà, et on était sauvés. Mais comment a-t-il réussi à s'échapper avec le légat? Peut-être presque que 2, voilà, c'était tout à fait étonnant. Et les Templiers, ils ont été définitivement écartés, éliminés, ou certains ont continué à combattre et à aider le roi? Alors, presque tout le contingent a été éliminé à ce moment-là, en fait. Même le maître, le grand maître de l'ordre, Guillaume de Sonnac, a été tué. Donc là, il y avait presque plus de Templiers, ce qui a dû jouer ensuite aussi dans les difficultés, parce que c'était vraiment des guerriers très, très importants, qui connaissaient très bien quand même le milieu et qui étaient vraiment utiles dans l'expédition. Autre question. Alors, au total,
Louis IX est resté combien de temps prisonnier? Alors il est resté simplement un mois prisonnier. C'est ça. Et pendant ce mois-là, il y a eu une révolution de Palais, si je comprends bien. Oui. Une sultane a joué un rôle pour mobiliser les Mamelouks, et c'est là que Baïbar est apparu. Oui, voilà, c'est ça. Alors c'est une histoire assez complexe, hein, puisque ceux qui ont... Daniel, peut-être juste récupérer La fameuse sultane, vous pouvez dire quelques mots? Oui, alors elle est pas... Elle est effectivement... Alors c'est une concubine, en fait, hein, de l'avant-dernier sultan, qui va être, en quelque sorte, proclamée. Alors, est-ce qu'il faut dire sultan ou sultane, hein, parce que c'est possible qu'elle porte un titre finalement masculin. Mais finalement, le point important, c'est quand même que le coup d'État du 2 mai 1250, hein, en présence de Saint-Louis hein, et des barons prisonniers dans Joinville, ça va mettre au pouvoir en Égypte cette caste d'esclaves, d'anciens esclaves soldats, qui sont les Mamelouks. C'est un régime tout à fait curieux parce que les Mamelouks viennent des rives de la mer Noire, hein, sont des enfants, des adolescents qui sont razziés, qui sont vendus comme esclaves, convertis à l'islam, circoncis, à qui on apprend un peu d'arabe et qui sont des guerriers d'élite, mais qui sont toujours conçus comme étant étrangers à la société égyptienne. Et ces guerriers d'élite finissent par prendre le pouvoir, donc le 2 mai 1250, et ils vont le garder alors jusqu'en 1516 quand les Ottomans s'emparent de l'Égypte, mais on sait bien que pendant l'expédition d'Égypte du général Bonaparte, hein, il affronte encore des Mamelouks. Donc il y avait un apport constant de nouveaux jeunes esclaves, puisque les Mamelouks ensuite se mariaient avec des Égyptiennes souvent, et donc les Mamelouks étaient une seule génération en quelque sorte, hein, et c'est vraiment un régime politique original, presque inédit, enfin, qu'on ne connaît pas et qui est très différent. Ceci dit, Joinville, pour revenir à lui, il parle des chevaliers égyptiens ou des chevaliers du sultan. Donc pour lui, ce sont des guerriers équivalents aux chevaliers. Et lui était très attaché à sa qualité de chevalier. Pour lui, c'était il cite des centaines de noms, mais il ne cite que des noms de chevaliers. Hein. Tous les autres, les écuyers, les hommes d'armes, etc., les autres, ne les citent jamais nommément. En fait. Donc ces chevaliers mamelouks, en quelque sorte, l'avait impressionné. Alors, d'autres interventions? J'ai une autre question sur la flotte. Alors, sur la flotte. Alors, finalement, la flotte a été détruite aussi, puisque comment il est fait prisonnier, il est relâché, on paye la rançon, alors, mais il n'a plus de bateau pour se rendre en Terre Sainte. Si, alors il a quantité de bateaux, puisque on sait justement dans la lettre du patriarche de Jérusalem, on sait que ne voyant pas arriver le roi, ne voyant pas arriver l'armée, lui était à Damiette, et donc le gouvernement de Damiette, donc la reine Marguerite de Provence notamment, envoie une expédition à la fois d'exploration et de secours pour remonter le cours du Nil, et c'est là que c'est Robert de Nantes, donc le patriarche, qui dit voilà, ils sont allés jusqu'à Charamcha, et là ils ont vu ce qui est quelque chose que je n'avais jamais vu dans aucune source pour le Moyen-Âge. On a vu un champ de bataille avec les corps des chrétiens nus et sans tête, puisque le sultan payait une somme d'argent pour chaque tête de chrétien qui était ramenée, avec les chevaux qui avaient été tués également, et ça doit être un spectacle vraiment d'épouvante, hein, vraiment littéralement, et personne. Et donc c'est comme ça qu'on apprend à Damiette que l'armée a été anéantie, et ensuite vont s'ouvrir les négociations. Mais ce que dit Robert de Nantes, c'est que il y a une flotte assez importante de galères qui descendent avec des hommes. Il y a encore des réserves d'hommes et donc des bateaux qui sont disponibles. Et ensuite, ça, on n'en parle pas. Il n'y a pas de problème pour trouver des bateaux pour ramener ceux qui restent Marguerite était restée à Chypre, elle n'était pas revenue. Ah non, elle était à Damiette. Elle était à Damiette, puisqu'elle demande à son garde du corps, qui est un chevalier de 80 ans, de la tuer pour qu'elle ne tombe pas aux mains des Égyptiens. Donc elle était là, puis c'est elle qui visiblement exerce une sorte de gouvernement de Damiette en dernier ressort, enfin avec une sorte d'autorité déléguée en quelque sorte. Et c'est elle qui constitue la rançon. Et c'est elle, oui, elle joue son rôle là, effectivement. Oui, j'ai une question à poser sur
ces bateaux égyptiens transportés à dos de chameau, c'est donc des bateaux du Nil, n'est-ce pas? Oui, Qui oui. sont donc probablement en roseau et non pas en bois. Comment on transporte des bateaux? Alors ça, c'est une vraie question parce que C'est pas le type de flotte. Non, mais c'était des bateaux assez redoutables pour être quand même pour bloquer le Nil et empêcher les galères des chrétiens de. Donc c'est une kit qu'on remonte après. C'est pas chaque chameau ne transporte pas un bateau. Oui, je sais pas. Une fois que j'ai dit que c'était transporté à dos de chameau, j'ai répercuté ce que dit la source et je n'ai pas de. Là, il faudrait demander aux Égyptiens de faire là aussi de l'archéologie expérimentale pour voir ce qu'il est possible parce que ça c'est un gros problème. Les Iroquois, on a ces chemins du portage. Les Iroquois trimballent leur pirogue sur des très longues distances. Ah oui. Mais ils portent la pirogue, mais c'est une pirogue en peau et non pas de l'oxygène. Donc c'est la question se pose, est-ce qu'ils ont remonté ou est-ce que est-ce que depuis des bras du Nil qui étaient parce qu'on ne sait pas non plus si les croisés avaient établi des points fortifiés le long du Nil entre Mansoura et Damiette pour tenir le Nil, ce qu'il aurait fallu faire parce que sinon c'était un peu compliqué. Et donc il y a quelques mystères quand même. On a à la fois de très très belles sources puis en même temps des points qui nous restent malheureusement un peu inconnus ici. Est-ce que Saint-Louis est allé finalement à Jérusalem? Ah non, il n'a pas pu aller à Jérusalem parce que c'était. Ah oui. Il était allé à Nazareth, je crois. Ah oui, possible, je me souviens plus. Il a vu Jérusalem de loin, du point du Mont-Joie, c'est-à-dire l'abbaye d'où on voit les coupoles de Jérusalem vers 12 km de distance. Comme Richard Cardelieu. Ah oui. Il était à Sidon. Non, il a fortifié Sidon, donc il était à Sidon. Ah oui, il a joué un très grand rôle pendant 4 ans. En plus, qu'il n'y avait plus de roi de Jérusalem, il n'y avait pas de roi reconnu. Donc, en tant que roi de France, il a fait office de roi, finalement, en Terre Sainte, en étant très largement reconnu. Et il est parti au bout de 4 ans, mais il laissait un souvenir assez important quand même là-bas. Il a laissé un contingent de chevaliers en Terre Sainte qui a été renouvelé jusqu'en 1291, jusqu'à la chute d'Acre aux mains des Mamelouks. Et il a fortifié Sidon, Césarée, jusqu'à Saint-Jean d'Acre. Oui, vous nous l'avez magnifiquement présenté lors d'une conférence avec ces fameuses colonnes horizontales pour empêcher l'écroulement des remparts. Voilà. Bien, s'il n'y a plus de questions, il nous reste à remercier encore une fois Xavier Larry. Merci beaucoup. Pour sa contribution magnifique.